Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast et épisode YouTube parce que la chaîne vient de se lancer. Je suis avec Alan Von Horn. Tu es animateur de podcast, le podcast Alan en parle. Merci d'être avec moi. Alan, comment vas-tu? Merci déjà pour ton invitation, c'est super cool. Moi, ça va très bien pour le moment, tout baigne, merci. Et toi, comment tu vas? Ça va très bien aussi. On enregistre ça à 10 heures du matin, très bien pour lancer la journée. Alors Alan, on a un parcours qui a beaucoup de synergie parce que tu as un podcast, j'ai un podcast. Ton podcast, tu pourras revenir dessus et nous le présenter, mais tu y parles du Web3, de Bitcoin, de la blockchain. Donc, on a vraiment des points communs. Donc, c'est un super échange qu'on va avoir ensemble aujourd'hui pendant à peu près une demi-heure. Donc, ce que je Mhm. te propose, c'est déjà de nous rappeler juste un petit peu ton parcours rapidement et ensuite que tu Ok. nous présentes ton podcast Alan en parle. Ok. Mon parcours rapidement, moi j'ai la trentaine. J'ai étudié la finance et le marketing. Ensuite, j'ai travaillé directement dans une banque. J'y ai travaillé presque 10 ans. Et je viens de quitter tout ça il y a quelques mois. Pour faire un peu plus ce que j'aime et plus me concentrer sur moi-même plutôt que sur, on va dire, les objectifs des autres, quoi. Et puis voilà, j'avais fait le tour et puis ça m'intéressait plus trop de continuer. Donc voilà, là, je suis un peu en retracement de vie, on va dire. À côté de ça, j'ai toujours été un passionné d'audiovisuel, de musique aussi, du sujet donc de la blockchain, Bitcoin, etc., etc. Comment je me suis intéressé au Bitcoin et à la blockchain. Tout simplement, j'ai commencé par m'intéresser par rapport à l'aspect financier en me disant, OK, il y a peut-être moyen de faire de l'argent à travers ça. On verra comment ça va se profiler. J'ai pris pas mal de cours, j'ai pris pas mal je me suis hyper intéressé parce que j'ai un profil d'investisseur assez sécurisé, c'est-à-dire que j'aime pas trop prendre de risques de base, etc. Donc, j'ai vraiment dû m'éduquer là-dedans, à essayer de me dire, vas-y, je vais mettre au début 100 euros ou des choses comme ça. Et puis, en fait, je suis juste tombé amoureux de la blockchain et de cette technologie derrière, plutôt que de l'aspect financier. Donc, j'ai investi un peu là-dedans, mais léger, tranquille, mais je suis vraiment passionné par le sujet de la blockchain. Euh, et voilà, donc, bon, enfin, Et est-ce que par rapport à ton parcours donc il y a eu une grosse étape au niveau bancaire, est-ce que Mhm. cette expérience dans la banque t'a permis de mieux comprendre certains mécanismes monétaires ou certains mécanismes financiers de Bitcoin? Oui. Alors, de Bitcoin, non. Mais comment le monde tourne, comment l'argent circule dans le monde, oui, clairement. En fait, la banque, indirectement, hein, parce qu'on ne te l'apprend pas au travail, c'est un peu à toi, si tu t'y intéresses et que tu te dis, vas-y, maintenant je vais essayer de comprendre ça, c'est tel rouage, etc. C'est plus en termes d'économie que tu comprends vraiment avec des détails, tu peux te faire des gros résumés de comment le monde fonctionne à travers l'argent, quoi. C'est plus ça qui m'a aidé. Après, dans le milieu bancaire, en ce qui concerne la crypto, etc., on est très loin d'une adoption. En tout cas, moi, je suis belge, donc en Belgique, on est très très loin d'une adoption, même d'un regard vers la blockchain. Je pense que les grandes instances bancaires, etc., s'y intéressent beaucoup, mais en tant qu'employé, on ne te parle jamais de ça. On te dit même que c'est grave, que c'est C'est dangereux, que tabou. c'est voilà. C'est très tabou, d'accord. Et d'ailleurs, on salue tous les amis belges au passage. C'est bien de faire cet échange franco-belge, si je puis dire. À Donc, fond. ok, c'est intéressant d'avoir ton retour d'expérience sur la banque. Et donc, tu as mis le pied à l'étrier, tu t'es intéressé à la technologie finalement plus qu'à l'investissement pur, même si tu investis forcément un peu de ton côté. Mhm. Est-ce que tu peux nous présenter ton podcast? Pourquoi tu as décidé de partager des informations, de lancer ce média-là? Comment tout ça est arrivé? Ouais, eh ben, comme je l'expliquais, en fait, le truc, c'est que quand je me suis intéressé à la blockchain, à la crypto, etc., en me disant, en fait, je me suis premièrement dit, comment ça se fait, et c'était vraiment la question que je me suis posée, comment ça se fait que les gens mettent de l'argent dans ça, quoi? Je veux dire, c'est que je savais plus ou moins ce que c'était que le Bitcoin, j'avais cette idée-là, mais pour moi, c'était purement spéculatif. Les gens mettaient de l'argent dans ce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils mettaient leur argent, comme beaucoup de gens le font, parce que l'éducation financière n'est vraiment pas réputée dans notre monde, en tout cas occidental. Bref, c'est comme ça. Mais vraiment, je me suis dit, est-ce que tout le monde est fou ou c'est moi qui comprends rien? C'était vraiment la première question que je me suis posée. Et moi, je suis de nature ultra curieuse et j'essaie vraiment de comprendre pourquoi, même dans les pires moments, pourquoi les gens font ça en fait.
Et donc, du coup, là, c'était une de mes des questions. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais une fois m'intéresser clairement au truc. Je me suis intéressé, j'ai pris des cours, j'ai payé des cours au Canada, enfin c'était à Montréal, donc des cours en distanciel aussi. Il y avait du mindset, il y avait de la blockchain, il y avait du trading, il y avait un peu de tout. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis plus focus sur la crypto, blockchain, la technologie, etc. Et quand j'ai voulu un peu étendre mes connaissances et tout ça, je remarquais que par exemple, je lisais un document ou un white paper ou n'importe, ça me mettait des heures pour comprendre un truc parce que c'est un sujet assez niche, on va dire. C'est un vocabulaire en particulier. Voilà, tout est un peu. On t'arrive dans un nouveau monde où les gens parlent un peu une langue que tu comprends pas trop en fait. Hein. Et donc du coup, le moindre petit mot, que ce soit en anglais ou n'importe, on s'en fout, mais dans le milieu, parfois te mettait une heure à vraiment comprendre bien ce mot-là, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'un protocole? C'est une bêtise, mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Quand tu lis, ah ben voilà, nouvelle blockchain, grâce à son nouveau protocole, on sait faire ça. Ben, tu vas savoir un peu ce que c'est qu'un protocole pour savoir qu'est-ce que tu peux faire, etc. Enfin, c'est des bêtises, mais chaque petit mot a son importance quand tu ne comprends absolument rien. Et donc, du coup, à un moment, je me suis dit, voilà, ça faisait 1 an et demi enfin, et encore aujourd'hui, hein, je suis tout le temps sur le sujet parce que j'adore ça. Je lis énormément, etc. Et à un moment, je me suis dit, en fait, la technologie blockchain, c'est aussi le Web 3. Le Web 3, c'est l'Internet, le nouvel Internet. Qui maintenant, on connaît les conséquences d'un Internet, on sait ce que c'est. Clairement, le Web 2, c'est une révolution en termes de communication. Le Web 1, en termes d'information. Maintenant, on est sur la décentralisation. Il va y avoir un gros impact dans le monde avec ça. Et ça, j'en suis persuadé. Ça m'appartient. Je dis pas que c'est la vérité. Je suis comme n'importe qui, quoi. Mais je le crois profondément. Et donc, du coup, je me suis dit, ma première approche, c'était, il faudrait, je pense, même essayer d'aider les gens un tout petit peu, ceux qui s'y intéressent un peu, tu vois, mais qui n'ont pas forcément l'envie d'aller ultra loin, comme par exemple, moi, je l'ai fait, où j'ai été un peu dippé le truc, voilà, je dois connaître, je dois comprendre à fond, etc. Mais vraiment, juste essayer d'un peu survoler le truc et dire que ça existe, pourquoi ça existe surtout, et pourquoi les gens y croient, quoi, et pourquoi les gens mettent leur argent aussi à un moment donné. Donc, dans le Web 3, il y a aussi la crypto, mais c'est pas forcément, enfin, c'est lié, évidemment, mais c'est pas égal, quoi. Je veux dire, dans le Web 3, il y a plein de choses qu'on peut faire, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire un podcast de vulgarisation pure, comme si moi, qui ne comprenais rien du tout au départ, si j'entends ça, je me dis, ok, ça va, j'ai un peu compris. Et donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup forcé, en fait, la vulgarisation dans le podcast. Je le force beaucoup. Parfois même, je pense que j'ai pas beaucoup de retours par rapport à ça, mais je peux comprendre que parfois c'est un peu embêtant aussi parce que je suis très dans comme je vous l'ai expliqué, il y a ça. N'oubliez pas, mais alors, parce qu'il y a beaucoup de choses qui découlent en fonction des premières informations que j'ai données dans les premiers podcasts, etc. Et donc, tout est un long fil rouge par rapport à ça. C'est un peu un cours gratuit, ultra vulgarisé, tu ne seras jamais un professionnel du Web3 en écoutant mon podcast, mais au moins, tu comprends ce qui existe et tu sais pourquoi ça existe, en fait. Et après, c'est à toi de te faire l'opinion de l'avenir du Web3, quoi, après. Hein, mais voilà, c'est vraiment ça ma direction, quoi. Et c'est intéressant et c'est aussi pour ça que nos 2 podcasts sont complémentaires. Parce que certes, moi, je peux faire des épisodes où je parle un peu en solo et où j'explique certaines choses, mais assez précises. C'est un sujet bien précis. Et sinon, je fais essentiellement des interviews comme on peut faire là, en ce moment même. Et donc, rajouter ton podcast pour ceux qui nous écoutent, ça peut être très utile. Ou voilà, un podcast qui vulgarise et qui part d'un premier épisode qui amène petit à petit l'audience un peu plus loin, même si on reste quand même en surface sur les enjeux, ce qui est finalement le plus important en soi. C'est très utile. Donc, j'ai mis bien évidemment les liens de ton podcast en description de cet épisode. Merci. Et j'invite les gens à au moins découvrir le premier épisode pour qu'ils se fassent leur propre opinion sur ton contenu et la qualité de tes informations. Donc ça, c'est intéressant. En termes de contenu, on est vraiment sur un format différent de ce que moi je propose. Et ça rajoute voilà, de la complémentarité et toujours plus de contenu de qualité là où il en manque. Et c'est très compliqué de savoir comment aborder les informations vis-à-vis de chaque personne. Il y en a qui vont avoir le prisme financier, ils veulent juste investir et savoir comment ils peuvent faire, d'autres qui veulent juste comprendre les enjeux, d'autres qui veulent juste, ils sont dans un métier, ils veulent comprendre la révolution de la blockchain. Enfin, il y a tellement de façons d'aborder ce sujet-là que finalement, trouver la solution qui convient un peu à tout le monde est très complexe et n'existe pas en fait. Donc voilà, c'est intéressant de revenir là-dessus. Alors, j'aimerais qu'on se concentre sur comment vulgariser justement à ce public débutant qui essaie de découvrir, mais en grattant la surface, c'est compliqué de découvrir cet univers.
Toi, tu es parti du principe, si je dis pas de bêtises, d'être très haut niveau sur les explications, de prendre l'audience par la main, d'expliquer simplement chaque concept et tu l'emmènes quand même de l'épisode 1, il y a quand même une idée de fil rouge, c'est ça ce que tu dis? Entre l'épisode 1 jusqu'à l'épisode, je sais pas, je crois que tu en as fait une trentaine d'épisodes, non? Oui, je suis un peu plus de 30 là, ouais. D'accord. Donc c'est important pour ceux qui nous écoutent de bien partir de l'épisode 1, c'est quand même plus Oui. intéressant et de faire tout, les uns à la suite des autres et tu essayes de faire un contenu un peu intemporel? Ce qui fait que même si le premier épisode est sorti, je sais pas, il y a peut-être 1 an et demi, ça reste toujours de l'information qui n'est pas, de l'actualité et donc intemporelle, donc ça s'écoute très bien même si on démarre maintenant, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le but, mon but, c'est ça. Et en fait, j'ai comme objectif, on va dire, que quand l'adoption du Web3 sera faite, on va dire, dans une grande majorité de ménages, on va dire, ou quoi, ou qu'est-ce, je pense que dans 10 ans, ce, ce type de contenu, que ce soit le tien ou le mien, sera ultra exploité. Parce que les gens seront en retard, quoi. Tout simplement. Et c'est pas du tout, ouais, les gens, etc. Je ne cible personne et chacun ses priorités, il n'y a aucun souci. Mais je pense que c'est comme Internet, quoi. Un jour, ça viendra dans nos maisons, on n'aura pas le choix. Ou en tout cas, dans notre vie, et on n'aura pas le choix. On utilisera cette technologie. Et à partir du moment où cette technologie est adoptée et utilisée, je pense que tu es beaucoup plus fort pour toi et par rapport aux autres, n'importe quoi. En tout cas, ça peut juste t'aider de comprendre ce que tu utilises, quoi. Parce qu'au plus la technologie avance, au plus je trouve qu'elle est discrète, la technologie, mais elle est puissante. C'est-à-dire que au moins tu vois le fonctionnement et le rouage derrière tout ce qui se passe, mais par contre, l'impact est toujours aussi gros et énorme et chaque fois de plus en plus gros, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et c'est vraiment ça. Et c'est là, on arrive à une étape de la technologie discrète dans son fonctionnement, mais ultra énervé dans son impact, quoi. Et Mmh. c'est pour ça que je Je travaille ça. suis totalement en phase avec toi parce que je sais qu'on va s'en servir au quotidien sans s'en rendre compte, mais ça va être exactement comme le web, tu le mentionnes, c'est-à-dire que techniquement, on n'aura pas besoin d'avoir des compétences dessus parce qu'on l'utilisera sans s'en rendre compte. Par contre, ceux qui veulent l'exploiter et tirer leur épingle du jeu pour, je sais pas, avoir un business dedans ou pour Mm. surfer sur différentes choses, là, effectivement, il faudra creuser un minimum, tout comme pour le web 2 et le web 1 avant. Donc, Comme pour je tout, suis ouais. totalement d'accord. Et comment est-ce que toi, tu arrives à vulgariser parce qu'on le sait, enfin, j'imagine, je me projette un peu dans ta vie, mais moi, quand j'ai commencé à me spécialiser un peu dans l'univers du Web3, forcément des gens vont venir te parler en te disant: «Bah, tu peux m'expliquer un peu, comment fonctionne Bitcoin? C'est quoi la blockchain?» ou, «Je suis frileux vis-à-vis de tout ça». Comment toi tu arrives, basé sur l'interlocuteur que tu as en face de toi et c'est ça qui est fondamental, c'est de voir ce que cherche la personne pour ensuite distiller les bonnes informations. Quel est ton processus quand quelqu'un vient te voir et te demande des informations autour de cet univers-là? Ok, c'est une très très bonne question. Et moi, ce que je fais, c'est que je m'intéresse toujours à la personne qui m'en parle. Hein, on a tous eu, ah, mais Bitcoin, enfin voilà, c'est quoi, pourquoi? Euh, je commence toujours par expliquer, moi ce que je dis, c'est que Bitcoin, c'est une monnaie qui est sur une technologie, enfin qui existe grâce à une technologie qui s'appelle la blockchain. Et là, mon processus, c'est de voir qu'est-ce qui touche la personne à qui je parle. Et c'est facile en soi, j'en parle depuis tout à l'heure, le web. Je veux dire, si on trouve quelque chose qui est dans la vie de l'interlocuteur, où il s'en sert, qui connaît très bien ou moins bien, on s'en fout, mais qui voit tous les jours, où il s'en sert tous les jours, il sort son téléphone, il y a ça, une application, eh bien voilà, ce que je veux dire par exemple, c'est la technologie derrière le Bitcoin, tu vois l'application que tu as là sur ton téléphone, eh bien, c'est une application que tu pourrais utiliser, mais qui n'appartient pas à une société. Elle appartient à tout le monde qui utilise cette technologie, qui elle fonctionne parce que tout le monde le veut, mais pas, c'est l'inverse d'un serveur, quoi. Et Google, c'est un serveur. Tu demandes à Google les informations, tu demandes à Google si tu peux utiliser. Si Google dit oui, c'est oui. Si Google dit non, c'est non. La technologie blockchain Web 3, donc le Web 3, quoi, c'est l'Internet qui est totalement décentralisé. Et donc, tu peux l'utiliser si tu le souhaites parce que tout le monde est en consensus commun, tout le monde est d'accord que ça existe, quoi. Et ça fonctionne parce que tout le monde est d'accord que ça fonctionne. C'est tout. C'est une nouvelle technologie, c'est une technologie qui est totalement différente. Et c'est ça aussi qui peut faire peur aux gens, hein, c'est ce que je dis aussi, c'est que là, il faudra le temps que ça marche, parce que dans mon podcast, ce que j'explique aussi, c'est qu'on a été éduqué dans la centralisation de données. On est né, on va à l'école, qui a la vérité sur tout. Par exemple,
tous les jours de ta jeunesse, c'est le professeur. Si le professeur te dit non, c'est non. Si le professeur dit maintenant, rapportez-moi vos copies, je vais corriger, je vais vous donner les points, c'est ancré en nous. Il y a toujours une vérité centrale, toujours un truc central qui fait que grâce à cette chose ou cette personne ou n'importe quoi, je peux faire quelque chose. Ça a toujours existé. Là, on arrive dans une transition où non, on n'a plus besoin de ça. Mais avant que ça rentre, tu vois ce que je veux dire, avant que ça rentre dans la tête des gens, c'est très compliqué. Et c'est vraiment ce truc-là, quoi. Et donc, j'essaie vraiment de toucher plus la décentralisation plutôt que le Bitcoin. Le Bitcoin, pour moi, c'est une seconde étape. C'est, vous voyez, avec la technologie blockchain et cette gestion décentralisée, donc on n'a plus besoin de quelque chose de central pour pouvoir travailler ensemble, eh bien, on arrive même à créer une monnaie. Et c'est là que ça devient ultra intéressant. Parce que là, on commence à, quand tu t'intéresses au Bitcoin, et ça, je pense que c'était ton cas aussi, parce que j'ai discuté pas mal de gens avec des gens qui adorent le Bitcoin, etc., c'est que quand tu t'intéresses au Bitcoin, tu t'intéresses aussi beaucoup au fondamental, l'économie fondamentale. Tu essaies de comprendre, en fait, qu'est-ce que c'est qu'un billet de banque? Pourquoi on utilise un billet de banque? Parce que les questions fondamentales arrivent à partir du moment où une valeur qui a du sens existe et cette valeur n'est même pas, on ne sait pas la toucher, cette valeur. C'est juste, il faut comprendre pourquoi ça existe. Et en fait, c'est juste un mécanisme financier qui est droit dans ses bottes à travers des informations digitales qui sont codées à souhait avec une technologie. C'est une technologie, quoi. Enfin voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais, Ça, c'est c'est clair. intéressant. Et tu as raison, l'objet Bitcoin et l'objet Web3 permet d'ouvrir plein de tiroirs, dont le tiroir monétaire, sensibilisation financière, qui sont finalement fondamentaux et qu'on devrait, enfin, je regrette qu'on n'ait pas eu cette approche-là très jeune Mhm. pour nous convaincre, enfin pas nous convaincre de certaines choses, mais nous ouvrir les yeux sur certains mécanismes et certaines bonnes pratiques à avoir, notamment dans ses portefeuilles ou dans sa sécurité financière. Donc, c'est intéressant de voir que tu pars vraiment sur la technologie en leur essayant de se rendre compte eux-mêmes euh, du côté centralisé, décentralisé. Moi, il y a quelque chose, une barrière sur laquelle je me heurte très souvent quand j'essaye d'expliquer, c'est que je me rends compte que les gens, ils veulent l'information en 5 minutes. Ben, on est Mhm. habitué à de l'instantané maintenant, à du Mhm. contenu très rapide, très court, qui envoie très vite et sur lequel il faut qu'on ait un résultat comme ça en 2 ou 3 minutes. Et c'est complexe parce que, comme on le disait, Bitcoin et le Web3, c'est tellement de choses en même temps Ouais. que moi, maintenant, je pars même presque d'une optique où quand quelqu'un me demande ça, je vais juste expliquer voilà, pendant 2 ou 3 minutes et par contre, après, je vais vite renvoyer sur quelque chose qui est relativement efficace et dans ces cas-là, je choisis si la personne aime bien les reportages, je lui balance le lien du reportage Arte, le mystère Satoshi, que je pense que tu Ouais. connais. Ouais, ouais. Parce que là, alors après, la personne le fait ou ne le fait pas. Si elle le fait, en général, elle est ultra contente, elle a appris plein de choses et elle pousse plus loin si elle le souhaite. D'autres ne le regardent pas. Je me suis aperçu que j'avais recommandé le reportage Arte à pas mal de gens et des fois, certains ne feront pas l'étape d'après, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris le temps de regarder le reportage. Bon, bah, ça veut dire qu'il n'y a pas une réelle motivation derrière et puis bon, tant pis, mais Oui. ou alors, ça peut être une démo d'un outil sur le téléphone. Ça peut être intéressant si j'ai un peu plus de temps de montrer un outil. Il y a des outils assez sympas qui permettent d'accumuler des Satoshi comme Bitstack ou autre. Et ça, Mhm. ça peut vraiment faire un effet waouh dans la tête des gens qui va les inciter à aller un peu plus loin. Mais moi, c'est vraiment mes deux petites astuces quand des gens, je vois, sont intéressés, c'est de les renvoyer soit sur le reportage Arte qui est forcément quelque chose qui a été adapté pour un public, pour aborder plein de sujets en 1 heure de temps. Et ça, c'est ultra efficace. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, il a été ultra efficace. Je l'ai vu auprès de moi, Ouais. dans mon entourage. Les gens sont ultra contents de regarder ce reportage. Ou l'autre effet super important, c'est la démo d'une appli mobile en montrant ce que ça fait, montrant que finalement le monde de Bitcoin, le monde de la blockchain, ça reste finalement une application comme les autres du Web Mhm. 2, sauf que derrière, eh ben, j'ai mes clés privées, j'ai contrôle total de mes fonds, enfin voilà, toute cette Mhm. dimension Web 3 qui se rajoute. Je sais pas, toi, est-ce que tu as des astuces, des sortes d'éléments, des ressources qui sont efficaces, qui marchent bien, et l'audience pourrait peut-être en bénéficier? Ouais. Alors, ben, des astuces. Déjà, moi, je ne donne pas de formation, etc. C'est un truc que j'aimerais bien développer par la suite. Euh, et j'ai déjà pas mal réfléchi bah, à la manière de travailler à ce niveau-là. Moi, comment moi je travaillerais, parce que encore une fois, je me mets à la place de la personne qui me pose la question. Donc, c'est-à-dire moi quand je ne connaissais rien du tout.
ou en tout cas, je voulais m'intéresser un peu. J'aurais adoré qu'une personne, euh, par exemple, interagisse avec la blockchain devant moi. Exemple, un portefeuille décentralisé, la personne est en face de moi, je lui explique. Parce que moi, par exemple, et c'est comme toi, j'imagine, première fois que j'interagis avec la blockchain directement, donc en mode décentralisé, mon portefeuille, etc., c'est con, mais mettre allez, 1000 dollars, 1000 euros, bref, sur ton portefeuille décentralisé, c'est quand même un peu, tu vois, tu connais pas, bon, bah voilà, on va acheter du stable, on va mettre ça là-dessus, tu regardes un peu, tu regardes sur la blockchain, tu comprends pas trop au début, ok, je vois que c'est dessus, mais je le vois pas encore, attends, comment ça se fait? Ah oui, ça doit être validé en fait. Enfin, il y a plein de choses, plein de questions qui parfois te stressent et tu es là en train de regarder ce truc, tu sais pas trop. Ah ben moi, j'aurais adoré en fait que et je suis très là-dedans aussi, c'est la pratique. C'est vraiment montrer aux gens comment ça fonctionne. On ouvre un wallet décentralisé, on peut le faire en 2 secondes parce que justement c'est décentralisé, personne ne va te demander des autorisations ou quoi que ce soit. Tu ouvres ton wallet, tu as tes seeds, etc. Ça tu expliques bien correctement, bien caché, etc. Et une fois que c'est ça, tu lui envoies un Satoshi. Voilà, là on fait, regarde, on va te montrer sur Internet la blockchain, voilà, ça c'est la blockchain Bitcoin, tu as toutes les transactions, on regarde, voilà, ça c'est notre transaction, tu as vu, hop, voilà, t'as ton, enfin, toi, c'est ce truc-là, quoi. L'interaction directe et en termes pratiques, quoi, en fait, hein, c'est des exercices pratiques. Je pense que c'est ça que je ferais vraiment avec les gens. J'ai pas encore pris le temps de le faire en live avec des amis ou des gens qui s'y intéressent. Parce que on me l'a, voilà. En fait, le problème avec la blockchain et la crypto, etc., c'est que il y a deux mondes, quoi. Soit c'est waouh, soit c'est mec, c'est bon là, avec toutes tes histoires de Web3, ça arrive aussi souvent, quoi. Et donc, du coup, c'est assez compliqué en fait, c'est un sujet où on attend plus de l'autre que nous-mêmes arriver avec le sujet. Le Web3, tu connais? Je trouve ça un peu difficile, cette démarche dans notre monde actuel, quoi. Et donc, du coup, j'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir dire à des amis, bien, c'est quoi, on va se poser, je t'ai montré tout ça en décentralisé, etc. J'attends toujours que les personnes viennent m'en parler. Alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent t'en parler, qui sont chauds à apprendre, etc. Tu te dis, OK, je vais t'expliquer tout ça, il n'y a aucun stress. Bref, et tu vois qu'en fait, bon, il vient pas. Enfin, tu vois, ils ont envie, mais pas envie d'aller plus loin, quoi. Mais voilà, tout ça pour dire que mes techniques, mes outils, on va dire, ce serait clairement des exercices pratiques envers la personne qui me le demande. C'est vraiment montrer concrètement pour montrer que ça existe. Je pense que c'est le plus important parce que le Web3, c'est concret et à la fois abstrait. Et donc, le côté abstrait, quand on parle d'argent, quand on parle d'information, quand on parle de choses qui sont vraiment, c'est des bases de données, quoi. C'est la base du monde. Le monde a été construit à travers des données. On recherche encore des informations historiques, encore aujourd'hui. Enfin, l'information, ça a une valeur incroyable dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, quoi. Et donc, du coup, c'est très important pour les gens. C'est un sujet indirectement ultra important qui parfois fait peur, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment montrer aux gens concrètement comment ça marche, un petit peu comment on interagit, et puis après expliquer ce qui se passe derrière quand on interagit avec cette technologie-là. Moi, c'est comme ça que l'outil que j'utiliserais, c'est ça. Oui, et c'est, c'est intéressant parce que là, en podcast, par exemple, on distille des informations, mais derrière, il y a aucune action Ah ouais. déclenchée de la part de l'audience. Enfin, voilà, on ne peut pas contraindre les gens à déclencher les actions, c'est eux qui prennent leurs décisions. Mais je suis d'accord que dans l'aspect formation et pour monter vraiment en compétence et mieux connaître cet univers-là, clairement, il faut passer à l'action. Ouais. Et le podcast ne suffit pas, une chaîne YouTube ne suffit pas. Même moi, j'ai tendance à faire beaucoup de webinaires ou de coaching en ligne avec, je sais pas, 20, 30 personnes qui sont connectées. Je leur fais des démos, mais c'est moi qui fais la démo. C'est-à-dire que quand je leur montre comment créer un NFT, quand je leur montre tel outil, tel DEX ou je ne sais quoi, c'est moi qui fais la démo. Et c'est là où, certes, il y a un chat pour échanger, il y a des éléments. Il faudrait que j'aille plus loin et ça va être la démarche, c'est dans des cours académiques où on peut carrément manipuler avec les gens sur leur PC ou autre pour qu'ils fassent eux-mêmes les actions. Et c'est vraiment cette dimension-là aussi que moi, je cherche à amener. Bon, alors Ouais. c'est compliqué parce que gérer un podcast, gérer une chaîne YouTube, gérer des cours en ligne, Ouais. ça prend du temps. C'est aussi un certain confort parce que ça demande, entre guillemets, on peut faire un peu tout à distance. On n'est pas directement impliqué derrière l'ordinateur de la personne. Mais le vrai cours à l'ancienne, voilà, il y a que ça de vrai pour vraiment mettre les mains dans le cambouis et découvrir cet aspect techno. Donc ça, c'est vraiment quelque chose aussi que moi je cherche à développer. Donc on pourra même faire des épisodes ensemble pour évoquer ça quand on développera cet axe-là.
À fond. Mais c'est intéressant. C'est quelque chose qui est plus compliqué parce que maintenant, en plus, l'audience a beaucoup plus l'habitude de consommer du contenu en ligne et donc sans maniper, finalement. Mhm. Le YouTube est vraiment à l'opposé de la manip, si je puis dire. C'est clair. Non, non, et tu as tout à fait raison. C'est de la consommation virtuelle, entre guillemets. C'est beaucoup regardé. On est beaucoup dans nos têtes. On est moins comme tu dis, les mains dans le cambouis. Et en fait, c'est un peu ça. Hein. Pour exceller, je pense, c'est de la pratique. Il faut pratiquer, quoi. Mais moi, ce que j'avais comme idée aussi, par exemple, c'est pendant une formation, exemple, dans le chat, je prends une personne, voilà, au hasard ou quoi. Et avec cette personne, on interagit directement, quoi. Je lui envoie quelque chose. On regarde ensemble sur le téléphone euh, la transaction, pourquoi, comment, ah ben voilà, on voit telle blockchain, etc. Tu as utilisé quelle wallet, ok, quand tu l'as ouvert, si tu les gardes bien. Enfin, vraiment, il y a moyen de le faire aussi, mais il faut encore une fois que les gens jouent le jeu, il y a ce côté-là encore et qu'on ne maîtrise pas en fait. C'est comme le podcast, je trouve que l'audience d'un podcast, par exemple, moi j'ai des milliers d'écoutes sur ces podcasts, euh, rares sont les personnes qui interagissent vraiment avec moi, quoi. Mais il y a un public, je le sais, je le vois, parce que quand je réalise un épisode, tu vois qu'il y a une pique d'écoute, tu sais, il y a des gens qui sont abonnés, donc tu vois le truc qui marche, puis hop, ça diminue un peu parce que voilà, les gens attendent un épisode, et tu vois qu'il y a une demande, il y a un suivi, etc. Et par contre, mon audience, je la connais pas, quoi. Je ne sais pas Non, qui sont ces ouais, gens, tu vois. c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'ai aussi ce ressenti-là sur le côté podcast. L'un des inconvénients du podcast, alors il y a des Mm. avantages au podcast, clairement, c'est pour ça qu'on le fait, mais l'un des inconvénients, c'est qu'on connaît mal son audience et on peut Ouais. très, très difficilement interagir avec elle. Là où c'est pour ça que j'ai voulu lancer la chaîne YouTube, c'est que non seulement ça me permet d'avoir des commentaires sur les vidéos et de me rendre compte de ce qui plaît, de ce qui ne plaît pas et que les gens puissent quand même donner un peu leur avis plus facilement que Mm. sur le podcast. Et en plus, ça permet de faire des tutos, démos sur des outils et on sait qu'il y a des milliers d'outils maintenant. C'est compliqué de parler d'outils ou de certaines choses en podcast. Donc, j'ai voulu rajouter cette dimension-là. Et n'hésitez pas, ceux qui regardent cette vidéo, justement, à commenter la vidéo et nous À dire ce que fond. vous en pensez, et ce que vous aimeriez voir passer sur la chaîne. Ouais, je vais juste mettre une petite parenthèse par rapport à ce que tu dis parce que c'est ultra intéressant. En fait, moi, je consomme énormément de YouTube, Internet. Enfin voilà, je suis né dedans, je suis des années 90, donc c'est vraiment. Enfin, je suis né dedans. J'ai vécu la naissance de l'Internet qui arrivait à la maison, l'Internet qui coûtait ultra cher quand il n'y avait pas la DSL, etc. Jusqu'à, on a un téléphone avec Internet dessus, quoi. Euh, et donc, beaucoup de gens, évidemment, quand ils créent du contenu, demandent de s'abonner, des commentaires et tout. Tu te dis, ouais, voilà, ça va faire bateau ce que je dis là, mais c'est maintenant qu'on comprend pourquoi ce truc-là. C'est surtout quand on fait du contenu qu'on fait nous, où on a vraiment envie de, et ça part de ce principe-là, de base, hein, on a envie d'aider, on a envie de montrer que ça existe, etc. Et je pense que plus tard, on nous remerciera pour ce genre de contenu, quel qu'il soit, hein, payant ou pas, on s'en fout. Mais ce contenu-là, je pense qu'aujourd'hui, il est essentiel, primordial, donc important. Mais donc, du coup, c'est important pour nous de savoir qui nous écoute vraiment. C'est ultra important et c'est très compliqué quand on fait un format comme le podcast. YouTube, évidemment, tu as tout à fait raison. Les gens ont plus l'habitude de mettre un petit commentaire, un petit like, un petit truc. On comprend vite, on habite ce truc-là, quoi. Je veux dire, c'est l'atmosphère d'un épisode, on peut vite la voir, le ressenti de chacun, etc. Sur un podcast, c'est très compliqué et parfois c'est très frustrant. C'est pour ça que moi, parfois dans mon podcast, je mets un petit je mets un instant pub parce que moi j'aime bien un peu mettre un peu d'humour dans le truc et comme c'est beaucoup basé sur internet, c'est beaucoup de mèmes, des trucs de mèmes, etc. Pour développer des sujets ou des petites réactions que j'ai, etc. Enfin, bref, j'essaie de mettre un peu d'humour là-dedans. Et dans certains épisodes, j'ai fait un petit instant pub comme à la télé ou à la radio en disant franchement n'hésitez pas à aimer ou en tout cas interagir sur mon Instagram ou mon Twitter ou n'importe, enfin mon X du coup. Parce que j'ai vraiment besoin de connaître les personnes qui m'écoutent, quoi, tout simplement, quoi. Voilà, c'était juste ça le truc, mais c'est juste pour appuyer tes propos. Oui, et c'est ça, quand on est du côté animateur de podcast, nous, tout ce qu'on a, c'est des données éventuellement sur la géolocalisation un peu des gens. Ouais. Enfin voilà, c'est des données très, très brutes, avec très peu de valeur finalement à exploiter pour essayer d'améliorer le contenu qu'on propose. Donc effectivement, c'est pas évident, donc n'hésitez pas, du coup, le relais, c'est les réseaux sociaux. Toi, c'est sur X que tu es présent essentiellement? Ou Instagram? Moi, c'est Instagram quand même. C'est Alan en parle, donc Alan-du-bas en-du-bas parle. Donc Alan en parle avec des underscores entre chaque mot. Et X, Alan en parle aussi, mais c'est plus Instagram. En tout cas, les gens qui me contactent, c'est plus là-dessus. X, c'est vraiment de l'info comme ça que je lâche un peu. Bah, de toute façon, je vais mettre ton lien d'Instagram en description aussi, en plus du podcast. Comme ça, Ah, n'hésitez pas à aller voir ton contenu.
Est-ce que tu as une dernière chose à rajouter ou on bascule sur les questions que je t'ai préparées, une série de questions qui seront très intéressantes. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou on bascule directement sur les questions? Non, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Allez, Je t'écoute. alors que je présente un peu le concept à l'audience, c'est que dans les formats, j'aime bien voilà, échanger, avoir une discussion comme on a là avec Alan, un peu comme si on se retrouvait dans un café. Voilà, bon, tu es en Belgique, je suis dans le sud de la France, c'est pas évident de se retrouver dans un café, mais on essaye de faire tout comme en visio. Et je voulais, à l'image de certaines émissions qui enchaînent tout un tas de questions souvent c'est pour des personnalités, te poser des questions sur le Web3 et tes informations, tes réponses permettront d'aider, je pense, certaines personnes. Donc voilà, je vais te poser quelques questions. C'est assez rapide, assez didactique. Et voilà, je commence par la première. Si toi, tu devais garder qu'une seule crypto dans ton portefeuille, laquelle ce serait? Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin parce que c'est l'or digital, Bitcoin, c'est tout. C'est une tokenomique simple, concise, qui a tout compris sur les problèmes qu'on a, parce que c'est essentiellement né de... Bah, par exemple, la crise de subprimes en 2008, c'est une crise financière, mais c'est surtout une crise de confiance. Quand il y a eu ce problème de crise, cette crise-là, c'est là où les gens le monde a pointé du doigt les réels problèmes institutionnels, et parmi ces problèmes institutionnels, c'est la centralisation de gestion de données et d'argent, en fait. Bitcoin est basé là-dessus, et pour moi, Bitcoin, c'est clairement la meilleure crypto qui existe actuellement, parce qu'elle est simple et il n'y a pas de chichi, quoi. Très Voilà. bien. C'est une réponse que j'accepte. Si tu devais nous dévoiler le projet Web3 qui t'inspire le plus, actuel, ou une tendance, enfin, vraiment quelque chose Ben moi, qui te parle. ce qui m'inspire beaucoup, c'est la tokenisation d'actifs IMO, quoi. Ça m'inspire à mort. Parce que j'ai un peu investi aussi dans l'IMO normal, hein, en Belgique, donc appartement, bref. Euh, et j'ai investi aussi dans des actifs IMO sur la blockchain. Euh, Il n'y a pas photo. Allez, la tokenisation d'IMO était démocratisée, je crois qu'on serait dans un truc incroyable, quoi. À ce niveau-là, je veux dire, encore une fois, il y aura des conséquences. Encore une fois, si tu changes un truc dans l'équation, ça déboule. Il y a des choses qui se passent ensuite où on n'est pas forcément conscient maintenant et qu'on découvrira quand ça arrivera, etc. Mais oui, non, les projets Web3 qui me fascinent, c'est ça. C'est la tokenisation d'actifs immobiliers. Donc, en fait, pour expliquer aux gens vite fait, tu peux acheter grâce à la blockchain, pas forcément sur la blockchain, mais grâce à la blockchain, la technologie blockchain, des parties d'immeubles ou de maisons ou n'importe quoi. Donc, c'est comme, on va dire, tu joues un peu le rôle d'une banque, entre guillemets, hein, ça t'appartient. Et la personne qui loue ou achète ce bien, en fait, il y a une rente, et donc toi, tu as une rente qui tourne autour de 10% en général sur la partie que tu as achetée tokenisée, donc le bien immobilier, quoi. Mais bon, bref. Mais donc, oui, ça, c'est Ouais, clairement ce qui m'inspire à fond. C'est le concret dans le Web3, quoi. C'est ça. Parce ouais, que des projets, il y en a plein. Il y a des trucs fascinants, mais vraiment fascinants de fou. Mais ça reste encore du Web3, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'aime bien ouais. ce côté, on met le concret dans le Web3, et donc ça permet de bien comprendre le truc et surtout de voir les conséquences par rapport à ce qui existe à côté, quoi. Autrement dit, la Bien sûr. gestion Et, d'une vente ou d'un achat immo, c'est le notaire, quoi. Le notaire, c'est et, fou, quoi. Enfin, voilà. et c'est un super cas d'utilisation, cas pratique que l'on peut mettre en avant parce que l'immobilier en général, c'est un des sujets que les gens connaissent bien Oui, en voilà, France ou ailleurs. Et donc c'est un super levier pour faire apprendre des choses aux gens. c'est ça. Merci pour ta réponse. Si tu devais nous dévoiler ton outil crypto préféré ou indispensable, celui que tu utilises vraiment souvent. Mon outil, Ouais. Site euh, internet, application mobile, ce que tu veux. bah, franchement, moi, ce que j'utilise tout le temps et depuis le début, et je vais le dire parce que c'est important de sensibiliser les gens aussi, c'est ma clé privée, quoi. Enfin, c'est un outil comme un autre qui paraît un peu simple, mais c'est ça qui fait toute la différence quand tu utilises le Web3. C'est-à-dire que ta clé privée, pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que tout le monde a un peu cette notion-là, mais c'est un peu comme si tu avais ton portefeuille et que les pièces qu'il y a dans ton portefeuille t'appartiennent réellement. Ça n'appartient pas à l'État, ça n'appartient pas à ta banque, ça t'appartient à toi.
Et en fait, les opportunités que tu as pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie, donc de l'argent virtuel, on va dire, hein, on va appeler ça comme ça, il y a plein de possibilités. Tu peux ouvrir un compte sur une plateforme d'échange centralisée, comme une banque, t'achètes, t'as ta crypto, entre guillemets, ça, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu ce qu'on te fait croire, hein, on te dit, voilà, ça, c'est tes bitcoins à toi, ça t'appartient pas, c'est totalement centralisé comme une banque. Il n'y a pas de souci si tu es en accord avec ça. Mais alors, je vois pas pourquoi on utiliserait le Web3. Pourquoi tu utilises cette technologie-là? Et c'est ça là où il faut sensibiliser les gens. Et donc, du coup, si je parle d'un outil que j'utilise tout le temps et que j'ai utilisé depuis le début, et ça, je remercierai jamais assez les cours que j'ai eu, enfin, que j'ai pris, et ils étaient focus là-dessus. Et encore une fois, utiliser une clé privée pour la première fois, c'est pas évident parce que c'est des choses, c'est de l'argent, tu mets ça sur quelque chose, tu te dis, attends, mais si je perds les infos, j'ai plus rien. Enfin, voilà. C'est une C'est une gestion, c'est responsabilité, un ouais. automatisme. Ouais, tout à fait. Et donc, du coup, voilà, si c'est un outil vraiment que j'utilise tout le temps et que je n'ai jamais lâché, que j'ai tout le temps et que je prends soin, c'est ma clé privée, quoi. Enfin, mes clés privées, putain. D'accord. OK. Eh ben, c'est bien parce que ça permet de parler aussi de la clé privée, à l'audience qui connaît, je pense, cette notion-là, mais on sait jamais et c'est un des éléments les plus importants de tout Ah, cet univers. ouais, c'est clair. C'est ça qui fait toute la différence entre, détenir ou pas ses actifs numériques. Ah ouais, c'est clair. Hem, Si tu devais nous dévoiler le stablecoin que tu préfères, si tu Mmh. utilises les stablecoins, ce qui n'est pas Oui, oui, obligé, hein. c'est sûr. Euh, Moi, j'aime bien utiliser le DAI parce que c'est décentralisé. Enfin, oui, c'est décentralisé. C'est-à-dire que c'est géré par une DAO, donc une organisation décentralisée, on va y aller, oui, autonome, quoi. On va dire que cette crypto-monnaie-là est stable, donc une crypto-monnaie égale, enfin, un DAI est égal à 1 euro, donc c'est utile, hein, parce que c'est pas volatile, donc tu peux commencer à vraiment gérer ton argent et pouvoir acheter, interagir directement avec le Web3 facilement, sans te soucier de la volatilité du prix, on va dire. Euh, et donc le DAI est décentralisé, donc il n'appartient à personne. Et ça, encore une fois, ça respecte la philosophie et l'idée même du Web3, qui est inspirante et qui est révolutionnaire. Euh, Après, il y a. Ben, en fait, le problème, c'est que les autres cryptos, c'est un problème, quoi. Enfin, les autres cryptos stables, Absolument. quoi. Mmh. Il y a l'USDC qui ouais, est bien géré par les États-Unis ou en tout cas a un nez dedans, quoi. Et ça, moi, ça me dérange, encore une fois. On s'en fout en soi, hein, ils font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, sinon, ou alors je vais prendre du dollar ou de l'euro, je m'en fous, quoi. C'est ça l'idée, quoi. C'est que, en fait, on arrive à te poser, tu arrives à te poser les questions de savoir, OK, ça existe, trop cool, ça sert à quelque chose, trop cool. Maintenant, qui a mis ça là? Pourquoi? Et je trouve que c'est des questions essentielles qu'on devrait aussi se poser dans la vie tout le temps. Pourquoi ça existe? Pourquoi on fait ça? Pourquoi? Enfin voilà, et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Et le Web3 te force à penser comme ça, et c'est ça qui est trop cool. Mais donc du coup, je vais rester sur le stablecoin que j'utilise aussi Oui, et que j'utiliserai parce que toujours pour le moment en tout cas, c'est le DAI parce qu'il est décentralisé. Voilà. très bien. Bah, c'est aussi un aspect intéressant du stablecoin que j'invite les gens à les regarder approfondir. Ouais, à fond. Si tu devais, nous dévoiler ta plus grosse connerie faite dans l'univers crypto? Si tant est que tu fait une connerie, mais moi je pense enfin j'en ai fait quelques-unes, donc j'imagine que c'est le cas un peu de tout le monde. Ouais, ouais, j'en ai fait. Ben, on va dire que grosse connerie, j'en ai pas faite parce que comme je dis, avant, au début en tout cas, avant de faire une action, c'était tout le temps, j'étais tout le temps sur l'ordi, ok, t'as fait ça, on fait comme ça. Bon, j'essaye maintenant. Et jusqu'à là, j'ai jamais eu vraiment de problème. J'ai eu des stress où la blockchain est un peu, on va dire, congestionnée, donc moins scalable que d'habitude parce que beaucoup de transactions d'un coup. Et donc, tu attends 20 minutes pour que tes bitcoins arrivent. Sur un wallet où tu as mis une certaine quantité d'argent. Ouais, là, j'ai déjà eu un stress où voilà, j'ai déjà stressé comme ça et je pense que ça arrive à tout le monde, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais en termes de conneries, vraiment grosse connerie, ouais, peut-être oui, c'est voilà, je peux le dire, mais c'est un transfert de crypto sur la mauvaise blockchain au départ, quoi. Enfin, quand tu Mmh. regardes pas trop, tu es là. Quand tu as l'habitude d'utiliser les exchanges centralisés, tu peux passer d'une blockchain à une autre sans qu'on te le demande. Donc, on t'habitue à un transfert d'argent classique comme en banque. Quand tu fais un paiement d'une banque à une autre, tu t'en fous de savoir quelle autre banque c'est de l'autre côté. Le problème avec le Web3, comme c'est décentralisé, tu dois savoir quelle autre banque c'est, entre guillemets, quelle technologie c'est, vers où tu envoies ton argent. Encore une fois, je reviens sur le fait que tu dois te poser les questions pourquoi, comment. C'est ça le Web3. Et c'est là que ça devient chiant pour certaines personnes parce qu'on n'a plus l'habitude de se poser ces questions-là. Mais donc, du coup, au départ, quand tu utilises des trucs centralisés, tu te dis, OK, j'achète ça, c'est bon.
facile, facile. Après, quand tu es en décentralisé, parfois tu fais un paiement en disant vas-y, je vais faire ça, je vais envoyer ça là, ou je vais ça. Et tu te fais oh merde, j'ai pas pris la bonne blockchain. Donc, voilà. Tu regardes, Et tu puis une fois que pries, c'est fait, et hein. en fait, voilà, c'est fini. Donc voilà, une connerie, c'est un classique, mais oui, je vais le dire ça comme ça. Ouais, C'est ouais. vraiment cette connerie que j'ai regrettée. Parce que le Web3 aussi, la décentralisation, tu apprends en essayant. Et le problème, c'est que quand tu essayes et que tu perds, tu as perdu un peu d'argent. Un peu, pas forcément beaucoup, mais on parle toujours un peu argent là-dedans, quoi, en fait. Et ça, c'est le problème, on va dire, parce que ça bloque beaucoup de personnes, quoi. Ok. Si tu devais lancer une startup crypto, tu avais tout ce que tu pouvais faire, tu lances une startup crypto, qu'est-ce que tu ferais? Franchement, la tokenisation IMO à Bruxelles. Ok, ça Et marche. des C'est connaissances qui lié. ont déjà essayé un peu, qui ont vraiment essayé de rentrer là-dedans. J'ai un ami à moi qui est dans le podcast d'ailleurs. J'ai fait un podcast avec lui. C'est avec Cartoon. Enfin, il prend un nom d'emprunt. On l'appelle Cartoon. Bref, lui, il avait fait ça, mais voilà, encore une fois, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. En Belgique, en tout cas, et en France, vous êtes franchement, il y a beaucoup de réglementations, etc. Mais au moins, euh, les autorités entendent et essayent au moins d'un peu écouter ce qui se passe. En Belgique, on est nulle part. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Tu ne peux même pas espérer. Je veux dire, en tout cas, aujourd'hui, Ok. hein, en général, on suit beaucoup ce que la France fait. Donc, une fois que la France aura vraiment une économie, ou en tout cas une partie de l'économie qui tournera un peu autour de ça, parce que la France commence à comprendre qu'il y a de l'argent aussi à se faire, etc., parce qu'on ne va pas se mentir, le monde tourne autour de ça. Et la France l'a toujours bien compris, hein, c'est un grand pays. Mais je veux dire, nous, je pense que les autorités belges vont s'y intéresser que quand les Français diront, bah, voilà, hein. Nous, on a réussi ça. Enfin, voilà, on a toujours été un peu comme ça en Ouais, Belgique. plutôt attentiste, du coup? Plutôt attentiste sur Ouais, le sujet, tu dis? OK. c'est Bah, c'est exactement ça. intéressant. Moi, je j'ai pas ce retour, enfin, je ne connais pas, l'activité, enfin, le cadre là-bas en Belgique. Donc ils sont plutôt attentistes et ils donnent pas de cadre particulier, il y a pas d'action particulière, C'est ça. sur ce sujet. OK. Il nous laisse un peu le truc un peu libre. Là, il commence un peu à mettre des trucs, mais c'est très très vague là. D'ailleurs, je vais faire un podcast avec un avocat fiscaliste spécialisé dans la blockchain, quoi, ici à Bruxelles, que j'ai rencontré, qui est quand même, qui a un petit nom à Bruxelles parce que vraiment il gère à fond. Et lui, j'ai plein de questions à lui poser évidemment. Mais il y a des règles, mais des petits trucs quoi. On n'a pas des trucs de label. Enfin, tu sais, vous avez le PSAN, etc. On n'a pas ça nous. Donc c'est bien et en même temps c'est pas bien parce que on arrivera toujours à se ramasser une petite claque, quoi. Je veux dire, si tu fais un truc sur le Web3 et que ça se voit ou ça se sait, c'est fort possible qu'on te dise, ah, mais c'est quoi ça? Et comme tu sais pas le justifier parce qu'ils savent pas, enfin, vraiment, c'est ça, hein, je dénigre pas, j'adore mon pays, enfin, je suis très patriote aussi, donc bref, mais je veux dire par là que personne ne sait rien, tout est possible alors, mais tout est possible dans le bon comme dans le mauvais, quoi. Et c'est ça la difficulté du Web3 en Belgique, quoi. OK. Bah, c'est une problématique qu'on avait aussi en France qui se décante un petit peu, mais vous, vous êtes vraiment au plus bas niveau là encore. OK. Ouais, on est loin de vous. OK. Donc faut vraiment se projeter quoi et puis faire enfin voilà, c'est compliqué. Compliqué d'entreprendre, dans ces conditions. Ouais. Si tu étais une personnalité crypto ou si tu voulais mettre en avant une personnalité crypto, laquelle tu souhaiterais mettre en avant? Crypto. En vrai, moi j'aime bien ce que fait le plus connu, là, Asher. Je trouve qu'il fait des bonnes vulgarisations et je trouve qu'il profite bien de sa notoriété sans en faire de trop. En tout cas, de ce qu'il donne comme ressenti face à la personne qui présente. Parce que pour moi, une personnalité, c'est quelqu'un qui te montre le meilleur tout le temps. Je veux dire, donc je parle pas de la personne, je parle de Asher, quoi. Je trouve que ce personnage est vraiment bien. Et en tout cas, il a l'air de bien gérer son truc, etc. Et en termes de vulgarisation, je trouve qu'il est quand même vachement bon, même très très bon. Sinon, je vais peut-être faire une mention spéciale d'un gars que j'écoute encore énormément, mais c'est plus dans l'analyse de chartes graphiques. Alors, ça s'appelle Le Trône. Et Le Trône, c'est un gars, je sais pas où il habite, on n'a jamais vu sa tête, c'est que sa voix. Et tous les jours, il te fait une analyse de prix sur le Bitcoin, Ether, donc ça c'est toujours, et puis une crypto en général que sa communauté lui demande. Et je trouve que sa manière de voir les choses, c'est très technique, donc il faut un peu s'accrocher au départ, mais une fois que tu comprends bien l'analyse technique d'une charte graphique, je parle pas de trading, hein, je parle juste de savoir comment se comporte un prix. Et je pense que c'est très intéressant aussi de savoir, parce qu'à partir du moment où tu t'intéresses à ça, le fondamental, tu le comprends aussi, tu es obligé de le comprendre à un moment donné.
Et donc, du coup, c'est un tout, quoi. Mais au moins, tu sais pourquoi il y a un prix qui se comporte comme ça, pourquoi dans le monde, l'or est acheté plus qu'avant, pourquoi, etc., etc. Et donc, ça, c'est ultra intéressant. Et donc, du coup, le Trône, lui, je trouve qu'il a une analyse technique ultra poussée. Il utilise des outils incroyables pour une analyse de prix, quoi. Crypto, parce qu'il est basé que sur la crypto. Il fait un peu de fonds de Forex ou quoi, mais c'est que dans sa formation, bref. Je conseille pas du tout sa formation, je suis pas du tout là pour dire il faut rien à voir. Et moi, j'ai une fois pris un mois, ça m'a plu, mais sans plus. Vraiment pour dire que c'est très Bien trading, bon. il faut aimer ça, hein, et moi, j'aime pas ça du D'accord. tout. Mais voilà, en tout cas, personnalité, c'est un YouTuber, il s'appelle Le Trône. Donc, D'accord. Bah, je allez, mettrai le lien tu pourras me l'envoyer, je mettrai le lien dans la description, ça peut intéresser des gens. Asher, ouais. tout le monde le connaît, je pense, Oui, voilà. et c'est très facile de le trouver. Qu'on aime ou pas Asher, parce qu'il a des business en parallèle, et évidemment il fait du business, il vit comme ça, mais Oui, il fait un travail d'adoption énorme en oui. France sur le Web3. C'est incroyable. Enfin voilà, petite parenthèse fermée. Et donc, dernière question. Si tu as 100 $ à investir là maintenant, tu les mets sur quoi? Sans faire aucun conseil en investissement, bien sûr, on fait les disclaimers, c'est pas du tout de l'incitatif, mais si là tu avais 100 $, tu mets sur quoi? Quelle crypto? Ouais, ou si tu peux très bien dire que actuellement c'est pas le bon moment et je les garde, enfin j'en sais rien. Si tu as 100 Ouais, $ en dans la fait. main, qu'est-ce que tu en fais? Tu peux aussi dire dans les actions ou dans ce que tu veux, hein, c'est pas Ah oui, ok. forcément. Franchement, là, moi, j'achèterais de l'or quand même. Enfin, j'en achète un peu, mais ouais, l'or. Ok, J'ai 100 $, j'ai un petit 100 $, ouais, j'achèterais de l'or. Et ok, aussi, j'ai bientôt un épisode qui sort où je parle, bon, je veux pas dire la société parce que bon là, c'est pas ici qu'il faut parler de ça. Mais en gros, l'heure tokenisée. oui, voilà, l'or tokenisé, très intéressant. Je veux pas faire parce que le truc, l'épisode n'est même pas encore monté, hein, donc c'est vraiment, j'ai encore le monter et tout. Mais la discussion était ultra intéressante. Donc il y aura un épisode ici qui va sortir sur la tokenisation de l'or. Et là, on est sur mon interlocuteur, donc la personne avec qui je parle, qui travaille pour une boîte, enfin pour une grosse société là-dedans, où ils sont en train de tokeniser l'or. Et moi, je vulgarise tout ce qu'il dit parce qu'évidemment, cette personne est dans le métier, il a l'habitude d'utiliser le vocabulaire que l'audience, en tout cas qui m'écoute, n'a pas l'habitude d'écouter vu que je parle pas comme ça. Mais alors, je vulgarise chaque fois ses propos et donc ça permet de pouvoir bien comprendre les enjeux de la tokenisation de l'or, quoi. Voilà. Mais oui, l'or, actuellement, vu l'état un peu de ce qu'on est en train de vivre, etc., je crois que c'est un peu, c'est là-dedans que ouais, je mettrai un peu d'argent là. Ok. Bah, écoute, merci Alan pour toutes ces informations. J'aurai le Avec plaisir de plaisir. te réinviter dans d'autres mois pour discuter À parce fond. qu'on passe toujours un super moment. C'était une belle découverte ces derniers jours et ça me fait vraiment plaisir de t'avoir invité dans cet épisode. Je pense qu'on fera aussi un épisode de ton côté. Voilà, donc Ouais. stay tuned pour l'audience. Et puis de toute façon, j'ai mis tous les liens en description. Merci encore Alan et puis passe une Bah, bonne fin de journée. ouais. Salut à toi. Salut, merci. Hein. Ciao, ciao. Salut à toute l'audience. Ciao.